Vous allez pouvoir les entendre parler, leur poser des questions à la fin de cette conférence. Quelle a été votre impression à tous de voir que, visiblement, vous êtes tous là pour la saison 4, le pari était gagné? J'étais contente de l'accueil de la saison 3 et puis je suis aussi contente qu'on rankait pas trop longtemps après avec une 4. Avec cette formule-là cette année, je pense qu'on atteint une note assez juste pour la série. Je crois qu'en termes de format, de rythme, de la manière de le faire, je crois que c'est la forme la plus aboutie d'HeroCorp. Ce que je voudrais dire par rapport à Burt, c'est que du Burt de la première saison à celui de la 4e, c'est presque plus le même. Et même à jouer, c'est génial parce que je passe à un autre registre. Et attendez, je peux aussi... J'ai une petite chute interne. Ouais. Voilà. Si vous voulez prendre des photos, c'est maintenant, ça ne se reprendra plus. Hein. Le lit, c'est pas juste un accessoire de lit Ikea, c'est que ce lit il raconte quelque chose. Il est le lit de John et Elena, c'est un truc hyper important. C'est ça. C'est ça son boulot en fait. Voilà. Merci d'être là encore une fois. Merci. Comme vous le savez, on va parler d'un aspect très particulier de l'écriture du scénario des séries télé, c'est donc les cliffhangers. Des cliffhangers, il y en a des cliffhangers de chiens, de malades dans HeroCorp évidemment. Donc la personne la plus avisée pour en parler, c'est évidemment Monsieur Simon Astier. Allez, quand même. Bonjour. Souvent, on se dit le cliffhanger sert à faire rester pour après la pub, faire revenir la semaine d'après, faire revenir la saison d'après. Et comme beaucoup de choses dans notre métier, bizarrement, ça part d'un truc qui est basiquement commercial. Et souvent, même quasiment pour chaque contrainte comme ça, bizarrement, des mecs commencent par l'utiliser comme un outil de création. Je crois qu'en fin de saison 2, il y avait un truc genre 8 ou 9 cliffhangers à la fin de la saison. Espèce de truc où, je sais pas, je devais être en colère contre le monde à ce moment-là. Et c'est trop. En fait, bizarrement, c'est quand il y en a un que c'est intéressant. Parce qu'il est fort. Et on a même mis en scène celui-là. Il était disponible que sur Internet. Absolument. Donc là, c'était quoi? C'était une volonté. Alors voilà, je vous ai fait un cliffhanger de chien, mais il y en a encore un autre derrière de caché, encore pire? Il y a une tradition de tuer les personnages dans les séries. Ouais. C'est presque une mode maintenant, d'ailleurs. Oui.
Les 40 épisodes de Game of Thrones diffusés, vous avez fait les storyboards de tous les épisodes. Comment travaillez-vous avec les réalisateurs? Comment vous fonctionnez? You know, I sit down with the script and I thumbnail my ideas inside of the script where the director and I can understand what it is that I'm drawing because he or she is talking to me about it. And then I go away and draw these up in detail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est vraiment que le travail du concept partie est vraiment le début de la naissance visuelle d'un univers? The first thing I got to do as a concept artist was the weapons. I mean, I got to sit down and design Ice and Needle and Longcon and Dothraki weapons and, you know, what the Lannister stuff would look like. I got to design the White Walkers because nobody had any idea what these things were going to be like on the video. Yeah. The Godswood tree as well was something I did the first painting on. It went through a few different strands. Vous avez travaillé sur Judge Dredd, qui est un peu le passage obligé pour tout dessinateur anglais. C'est vraiment quelque chose qui a compté pour vous, parce que comics, ça compte encore. Well, one of the things with 2000 AD was it was the epitome of the best artwork and the best storytelling in British comics. And I mean, it was science fiction at its best as well. And it was one of those things that any artist in the UK wanted to become part of 2000 AD. Je remercie encore une fois Will Simpson, également Ivan pour la présentation. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à une avant-première, l'avant-première européenne de 12 Monkeys. Si on vous dit avant-première, c'est parce que la série dont vous allez voir le tout premier épisode aujourd'hui ne sera diffusée aux États-Unis, donc ne verra sa première, pas demain, pas avant-hier, mais dans 2 mois. Alors 12 Monkeys, évidemment, vous connaissez le film L'Armée des 12 singes, le film de Terry Gilliam, qui fêtera son 20e anniversaire l'année prochaine. Évidemment, la série est basée sur le film, mais pas uniquement, puisque le film de Terry Gilliam lui-même était basé sur une œuvre française qui date de 1962, qui s'appelait La Jetée. C'était un moyen-métrage de 26 minutes du réalisateur Chris Marker. Et voilà, merci à vous et bonne projection. Bonne projection.
Voilà, je vois le micro arriver. Bonjour, je m'appelle Yves-Marie Saint-Deau. Je suis essayiste, analyste en poésie du XVIIe, passionné de Émile Guillemin, qui a écrit Malnosse, et de Jean Doré, qui a écrit La vie sans passé. J'aimerais savoir, pour faire un bon cliffhanger, est-ce dû à votre brio, votre panache, ou est-ce juste une gymnastique intellectuelle? En fait, en utilisant le mot panache, tu t'es grillé. Avant, c'était brillant. Jean Doré, l'homme sans passé, on y croit tous. Yves-Marie Saint-Deau aussi, non? C'est bien. C'est Charles Clément qui jouait Rast, ce gros fumier. Regardez quel bel homme.